J'ai tué ma meilleure amie d'un coup de stylo, pas d'une balle dans la tempe. Son cri étouffé résonne encore dans les couloirs humides de notre immeuble haussmannien, un hurlement que personne n'a entendu parce que j'ai veillé à ce que les murs absorbent tout. Et le plus beau? Elle m'avait trahi en premier, en me faisant porter le chapeau pour son adultère financier avec mon propre mari. Un secret que j'ai exhumé comme un cadavre pourri sous les pavés de Paris. Mon cœur n'a pas battu plus fort quand j'ai scellé son sort lors de l'Assemblée générale. Il s'est simplement figé, comme la Seine en hiver, attendant le courant pour emporter les corps. J'ai souri à la cantonade, ces voisins hypocrites qui applaudissaient ma gestion exemplaire, ignorant que je venais de déclarer la guerre à leur petit empire de ragots et de privilèges. La vengeance n'est pas un feu d'artifice. C'est un poison lent, administré goutte à goutte, jusqu'à ce que les veines éclatent. Paris, cette ville des lumières qui cache tant d'ombre, fut le théâtre de ma chute et de ma résurrection. J'étais Claire Duval, veuve éplorée, accusée à tort d'avoir détourné les fonds de notre copropriété pour payer les dettes de mon défunt mari. Mais non, c'était elle, Isabelle Laurent, ma confidente de 30 ans, qui avait pillé les caisses pour financer ses amours illicites avec un promoteur véreux. Elle m'avait fait accuser, témoignant contre moi au tribunal, ses yeux verts remplis de fausse pitié tandis que le juge prononçait ma condamnation à 5 ans de prison. Pour l'immeuble, Claire, avait-elle murmuré lors de ma dernière visite au parloir. C'est pour le bien de tous. Sorti après 3 ans pour bonne conduite, ironie du sort, j'avais tricoté des écharpes pour les autres détenus. Je suis revenu dans cet appartement du 16e arrondissement, un mausolée de marbre et de mensonges. Les voisins m'ont accueilli avec des sourires crispés, des invitations forcées au dîner où l'on chuchotait sur la pauvre Claire, si durement éprouvée. Isabelle régnait en maîtresse absolue sur le syndicat de copropriété, élue présidente avec une majorité écrasante, grâce à ses pots de vin discrets et ses faveurs chuchotées dans les alcôves. Elle avait transformé notre immeuble en son fief personnel. Rénovation pharaonique payée par les réserves communes, logement de fonction pour ses amants, et des amendes arbitraires pour ceux qui osaient la contredire. Mais j'avais changé en prison. Les barreaux forgent l'âme comme le vin les tanins. J'avais lu Camus dans la cellule humide, médité sur l'absurde de la trahison, et ourdi un plan aussi méticuleux qu'une partition de Debussy. Ma première étape, infiltrer le conseil syndical. J'ai commencé par les faibles, le vieux monsieur Dupont, veuf esseulé qui collectionnait les timbres, séduit par mes gâteaux aux amandes offerts lors des pauses café. Puis la jeune divorcée du 5e étage, Madame Lefebvre, qui haïssait Isabelle pour avoir volé son parking attitré. Bientôt, j'ai accumulé les signatures, les murmures, les alliances fragiles comme du cristal de baccarat. L'Assemblée générale d'automne fut mon premier triomphe. Assise au fond de la salle voûtée, sous le lustre qui pleurait des ombres sur les visages tendus, j'ai levé la main pour proposer une révision des statuts. Isabelle a ri, d'un rire perlé comme du champagne Dom Pérignon, m'appelant notre ancienne trésorière, revenue pour nous éclairer de sa sagesse. Les rires ont fusé, mais j'ai persisté, distribuant des photocopies anodines, des extraits de comptes falsifiés, juste assez pour semer le doute. Et si les fonds avaient été mal gérés? Ai-je demandé d'une voix douce, presque inaudible. Le silence s'est abattu comme une guillotine. Ce soir-là, après le vote, j'avais gagné un siège au conseil, Isabelle m'a accosté dans l'escalier de service, puant le vin rouge et la peur. « Qu'est-ce que tu fabriques, Claire? Laisse tomber. Pour l'amour de Dieu. » Ses mains tremblaient sur mon bras, ses ongles laqués de rouge s'encreusant ma chair. J'ai souri, effleurant sa joue d'un geste presque maternel. Pour l'amour de l'immeuble, Isabelle. C'est pour le bien de tous. Ses yeux se sont écarquillés. Elle avait reconnu sa propre phrase, empoisonnée maintenant. Les mois suivants furent un ballet de tensions sournoises. J'ai fouillé les archives du syndicat, tard la nuit, quand Paris sommeillait sous une pluie fine. Là, dans les classeurs poussiéreux, j'ai trouvé les preuves. Chèques signés de sa main à des sociétés écrans, virements vers des comptes offshore à Genève, factures gonflées pour des travaux fantômes. Mais le joyau? Une lettre, jaunie, datée de l'époque de mon procès. Elle avouait tout à mon mari, avant de le faire taire par un accident de voiture sur le périphérique. Un secret qu'elle croyait enterré avec lui. J'ai commencé à distiller le venin. D'abord, des rumeurs. Un mot glissé à l'oreille de M. Rossi, l'Italien du 3e qui détestait les Françaises snobs. Isabelle couche avec le promoteur pour des appartements gratuits. Puis des preuves partielles. Une photo floue d'elle en train de signer un contrat louche, envoyé anonymement au gardien. L'immeuble bruissait comme une ruche en colère. Les assemblées dégénéraient en cris, en accusations voilées. Isabelle ripostait, mordue comme un serpent. Elle a tenté de me faire expulser pour trouble de voisinage, inventant des plaintes sur des bruits nocturnes imaginaires. Mais j'avais les votes. Le conseil, maintenant sous mon influence, a rejeté sa motion à une voix près. La nuit où tout a basculé.
C'était un vendredi de novembre, avec le vent hurlant dans les cheminées comme les damnés de Dante. J'avais convoqué une réunion extraordinaire, prétextant une « fuite d'eau critique » au rez-de-chaussée. Isabelle est arrivée en retard, son tailleur Chanel froissé, ses cheveux blonds en bataille, signe qu'elle avait pleuré. « Claire, arrête ça. On peut en discuter, toi et moi, autour d'un verre. » Sa voix chevrotait, suppliante. J'ai fermé la porte derrière elle, le clic du verrou résonnant comme un coup de feu. Assise dans la salle du syndicat, éclairée par une unique lampe à abat-jour vert, j'ai étalé les documents sur la table de chêne. « Lis », ai-je dit simplement. Elle a obéi, ses lèvres pâles remuant en silence. Quand elle a relevé la tête, ses yeux étaient des puits de ténèbres. « Tu bluffes. Personne ne te croira. Tu es la criminelle, pas moi. » J'ai ri, un son rauque que je ne me connaissais pas. « Ah, mais si. Parce que j'ai géré le crime pour toi, Isabelle. Ton adultère avec mon mari, j'ai porté le chapeau pour tes détournements. Et son accident. J'ai vu les freins sabotés, mais j'ai fermé les yeux parce que tu étais ma sœur de cœur. » Le silence s'est étiré, épais comme la brume sur la Seine. Puis elle a bondi, griffe dehors. « Salope, tu n'as rien prouvé. » Nos corps se sont emmêlés dans une danse primitive, ongles et haleines mêlés, jusqu'à ce que je la plaque contre le mur, ma main sur sa gorge. « J'ai tout. Et ce soir, je vote ta destitution. » Elle s'est affaissée, octant. « Pitié, Claire. J'ai une fille. Elle ne sait rien. » J'ai relâché ma prise, mais pas mon emprise. « Ta fille saura. Comme Paris saura. » Le vote fut un massacre. Les voisins, nourris de mes leaks anonymes, l'ont lapidée verbalement, voleuse. Trahison. Isabelle a quitté la salle en larmes, son règne brisé en miettes. Mais la vengeance ne s'arrête pas à la chute, elle creuse plus profond. J'ai pris la présidence, réformant tout, audits impitoyables, amendes rétroactives sur ses privilèges. Elle a vendu son appartement à perte, fuyant vers la banlieue avec sa fille, murmurant des malédictions dans les escaliers. Pourtant, le twist vint plus tard, lors d'une perquisition inattendue. La police, alertée par un dénonciateur, moi, bien sûr, a découvert non seulement ses crimes, mais les miens. En prison, j'avais noué des contacts avec des faussaires, utilisant le syndicat pour blanchir de petites sommes, juste pour survivre. Isabelle, dans un dernier sursaut, avait déposé une plainte anonyme contre moi. Le miroir se brisait. J'étais devenu le monstre que je haïssais. Les jours suivants ma prise de pouvoir furent un vertige de pouvoir absolu, teinté d'une amertume que seul un bon Bordeaux pouvait adoucir. Paris, avec ses boulevards larges comme des veines ouvertes, semblait conspirer avec moi. Les platanes perdaient leurs feuilles en une pluie dorée, couvrant les trottoirs de secrets pourrissants, tandis que les clochers de Notre-Dame sonnaient l'heure de la revanche. J'ai réuni le conseil dans mon appartement, un sanctuaire de velours rouge et de livres reliés cuir, Balzac, bien sûr, pour ces portraits impitoyables des âmes corrompues. « Nous allons purger cet immeuble de ses toxines », ai-je déclaré, versant du cognac dans des verres ballons. Monsieur Dupont a hoché la tête, ses yeux larmoyants derrière ses lunettes épaisses. Madame Lefebvre a souri, ses lèvres peintes en rouge coquelicot, savourant déjà la chute d'Isabelle. Mais le pouvoir est un amant jaloux, il exige des sacrifices. Ma première victime collatérale fut le jeune couple du 2e étage, les Moreau, innocents mais imprudents. Ils avaient voté pour Isabelle par naïveté, influencés par ses dîners mondains où le foie gras coulait à flot. J'ai fouillé leurs poubelles. Oh, la bassesse à laquelle on descend pour la justice. Et trouvé des factures impayées pour des travaux qu'Isabelle avait approuvés sans quorum. Une amende de 5 000 €, notifiée par courrier recommandé, les a mis à genoux. C'est du chantage, a hurlé M. Moreau lors de la prochaine assemblée, son visage rouge comme un gendarme en colère. J'ai haussé les épaules, citant l'article 10 des statuts, la copropriété protège ses intérêts. Les applaudissements ont été tièdes. Déjà, des murmures de dissension serpentaient. Isabelle n'avait pas dit son dernier mot. Une semaine plus tard, un colis anonyme atterrit sur mon paillasson. Une enveloppe Kraft contenant des photos jaunies de moi en prison, souriant avec une codétenue notoire pour trafic d'armes. « Tu n'es pas clean, Claire », disait la note, tracée d'une main anonyme. Mon sang s'est glacé. Comment avait-elle eu ça? Un appel à une ancienne amie avocate m'a appris la vérité. Isabelle avait engagé un détective privé, un rat des bas-fonds de Belleville, pour creuser mon passé. La guerre s'intensifiait, passant des couloirs feutrés aux ruelles sombres où les prostituées allument des cigarettes sous les néons clignotants. J'ai contre-attaqué avec finesse, à la française, par la loi et le scandale. J'ai engagé un huissier pour saisir les biens d'Isabelle restant dans l'immeuble, son cave à vin, rempli de crus bordelais volés aux réserves communes. Lors d'une vente aux enchères improvisée dans le hall, j'ai laissé les voisins se repaître.
Monsieur Rossi a emporté un château Margaux pour une bouchée de pain, ricanant en italien. Isabelle est apparue comme un fantôme, hagarde, suppliant « Rends-moi ça, Claire. C'est à moi. » J'ai murmuré, assez fort pour que le gardien entende. Tout ce qui est à la copropriété l'est à tous. Le lendemain, les journaux du quartier titraient « Scandale au 17e, ex-présidente ruinée par ses propres excès ». Son nom, jadis synonyme d'élégance, puait maintenant le ruisseau. Pourtant, la trahison la plus profonde vint de l'intérieur. Mon mari, avant sa mort, n'était pas la victime innocente que j'avais pleurée. Les lettres d'Isabelle révélaient leur liaison depuis des années. Des nuits volées dans des hôtels discrets du Marais, des promesses de fuite à Nice. Pire, il avait su pour les détournements et fermé les yeux, complice pour un pourcentage. J'ai porté le chapeau non seulement pour elle, mais pour lui, mon bourreau d'amour. La nuit, seul avec un verre de Calvados, je revivais nos disputes, ces absences expliquées par des réunions tardives. La rage bouillonnait, un volcan sous la croûte parisienne. Le syndicat devint mon arme ultime. J'ai imposé de nouvelles règles, audits mensuels obligatoires, caméras dans les parties communes, pour la sécurité, clamais-je. Mais c'était pour surveiller, pour piéger. J'ai capturé Isabelle en flagrant délit. Une nuit, les enregistrements montraient sa silhouette furtive, fracturant la porte de la salle des archives pour détruire les preuves restantes. Appel à la police, cambriolage en copropriété. Elle a été arrêtée au petit matin, menottée dans son peignoir de soie, hurlant mon nom comme une possédée. Traîtresse. Tu paieras pour ça. Le procès fut un cirque, digne d'un roman de Zola. Les tribunaux de Paris, avec leurs lambris sombres et leurs juges impassibles, ont défilé nos sales linges. Ses aveux, mes témoignages froids, les voisins appelés à la barre pour attester de son règne tyrannique. Isabelle, du box des accusés, me fixait d'un regard qui oscillait entre haine et admiration tordue. Elle est comme moi, a-t-elle déclaré à son avocat, assez fort pour que je l'entende. Une survivante. J'ai gagné. Elle a écopé de 10 ans, plus amende ruineuse. Sa fille, une adolescente aux yeux verts comme sa mère, m'a craché au visage lors de l'audience « Vous avez détruit ma famille, salope ». Mais la victoire avait un goût de cendre. Les voisins, ces moutons, commençaient à me voir comme la nouvelle tyranne. Des pétitions circulaient pour ma démission, signées par les Moreau et d'autres que j'avais protégés. Paris, ville de révolution, se retournait contre sa libératrice. Et moi, dans l'ombre de mon appartement, je relisais les lettres de mon mari, me demandant si la vengeance n'était qu'un cycle, une absurdité camusienne où le héros finit par se noyer dans son propre poison. L'hiver 2025 s'abattit sur Paris comme une malédiction biblique. Neige sale sur les Champs-Élysées, froid qui rongeait les os comme un reproche divin. Mon règne sur le syndicat vacillait. Les assemblées, autrefois des triomphes, tournaient au pugilat verbal, avec des chaises renversées et des insultes volées en provençal ou en argot banlieusard. Dictatrice, me lança Madame Lefebvre elle-même, celle que j'avais couronnée ma dauphine. Son mari venait de recevoir une amende pour surconsommation d'eau. Une mesure que j'avais imposée pour traquer les fuites, mais qui, par malheur, touchait les familles nombreuses. J'ai riposté par un sourire glacial. La copropriété n'est pas une démocratie, c'est une république des lois. Mais les lois, ces maîtresses capricieuses, se retournaient contre moi. La perquisition que j'avais orchestrée contre Isabelle avait ouvert la boîte de Pandore. Les flics, zélés comme des commis de la préfecture, avaient fouillé plus loin. Mes propres traces numériques, des virements suspects vers un compte à Monaco, vestiges de mes combines carcérales. Blanchiment en bande organisée, murmura l'inspecteur, un moustachu au regard de limier, en me passant les menottes dans mon propre hall d'entrée. Les voisins regardaient, bouche bée, depuis leur balcon, un spectacle gratuit, meilleur que le Moulin Rouge. Isabelle, depuis sa cellule de Fresnes, avait du jubilé. Sa plainte anonyme, déposée juste avant son arrestation, avait porté ses fruits amers. « Tu vois, Claire, on est pareil », m'avait-elle écrit dans une lettre glissée par son avocat, l'encre bavant comme des larmes. Des putes de l'ambition, vendant notre âme pour un empire de béton. J'ai déchiré le papier, mais les mots s'étaient incrustés, tatouage invisible sur mon esprit. En garde à vue, sous les néons blafards du commissariat du 16e, j'ai confessé, pas tout, juste assez pour marchander, les petits larcins, les faveurs pour survivre. Pour protéger l'immeuble, ai-je plaidé, évoquant l'héritage haussmannien comme un bouclier. Libéré sous contrôle judiciaire, j'ai regagné l'appartement sous les huées. Un œuf pourri a éclaboussé ma jupe Chanel. Voleuse, scandait une voix anonyme depuis une fenêtre. Le syndicat m'a suspendu, élisant un intérimaire fade, un comptable nommé Bertrand qui bafouillait ses discours comme un écolier. Mais je n'étais pas fini. La vengeance est une hydre, et j'en avais d'autres têtes à trancher.
Isabelle avait une faiblesse. Sa fille, Élise, 17 ans, pensionnaire au lycée Victor Duruy, une beauté fragile aux cheveux de lin et aux yeux hantés par le scandale maternel. J'ai approché Élise avec douceur, la française de la séduction subtile. Une invitation à thé dans un salon de la rue du Faubourg Saint-Honoré, où les macarons de la durée fondent sur la langue comme des mensonges sucrés. Ta mère t'a menti, ma chérie, ai-je dit, caressant sa main tremblante. Sur ton père, surtout. Élise, affamée d'affection, a mordu à l'hameçon. Je lui ai révélé les lettres, les photos. Son vrai père n'était pas le banquier respectable que sa mère lui avait vendu, mais un escroc serbe, disparu après un braquage foireux à Cannes. Elle t'a élevé dans le mensonge pour protéger son image, ai-je susurré. Les larmes ont coulé, Élise a juré fidélité à ma cause. Armé de cette arme vivante, j'ai lancé l'assaut final contre le syndicat intérimaire. Élise a témoigné à l'Assemblée. Ma mère a détruit des vies, y compris la mienne. Claire est la seule à avoir eu le courage de l'arrêter. Les cœurs ont basculé. Bertrand a été éjecté, et je réinvestis, acclamé comme une Jeanne d'Arc laïque. Mais le pouvoir corrompt, et Élise devint mon ombre. Jalouse, possessive, elle exigeait des secrets en échange de son silence. Une nuit, ivre de vin de Bergerac, elle m'a embrassé, un baiser fiévreux, chargé d'inceste métaphorique, fille de mon ennemi. J'ai reculé, mais le mal était fait. Paris, ville des amours impossibles, tissait sa toile. Le twist surgit lors d'une soirée arrosée au rez-de-chaussée, transformée en cave à jazz pour célébrer la Renaissance. Isabelle s'était évadée, non, pas vraiment. Un transfert bâclé vers un autre pénitencier, une opportunité saisie par ses contacts véreux. Elle débarqua masquée, un foulard Hermès sur le visage, un couteau de cuisine à la main. Pour Élise, cracha-t-elle, se jetant sur moi au milieu des saxophones éplorés. Les invités hurlèrent. Je me défendis avec une chaise, le bois craquant comme des os. Nous roulâmes au sol, un duo de furie, griffant, mordant, tandis que le sang, le sien, le mien, tachait le parquet ciré. La police arriva trop tard. Isabelle gisait inerte, une côte brisée, mais vivante. Élise, témoin muet, choisit son camp. C'est elle qui a commencé, maman. Claire m'a sauvé. Le scandale éclata dans le monde, guerre de copropriété, mort ou vive dans le 16e. Les médias, ces vautours, déterraient tout, mon passé carcéral, les liaisons d'Isabelle, même la rumeur d'un inceste naissant avec Élise. Paris se divisait. Certains me voyaient comme une justicière, d'autres comme une sociopathe. Des pétitions en ligne, Libérez Claire ou Justice pour Isabelle, enflammaient Twitter, transformant notre immeuble en champ de bataille idéologique. Blessé, pensé à l'hôpital Necker, je contemplais le plafond craquelé, écoutant les murmures des infirmières. La vengeance m'avait rendu libre, mais à quel prix? Mon mari, Isabelle, Élise, tous des fantômes maintenant, hantant les couloirs de ma conscience. Et le syndicat? Il survivrait, indifférent, comme Paris aux révolutions. Le printemps 2026 fleurit tard à Paris, comme si la ville, lasse de nos drames, refusait de s'éveiller. Élise s'installa chez moi, officiellement pour sa protection, mais en vérité pour panser nos plaies mutuelles. Sa présence était un poison doux. Elle errait dans l'appartement en nuisette de dentelle, laissant des traces de parfum à la tubéreuse, me fixant de ses yeux verts, ceux d'Isabelle, mais adoucis par la jeunesse. « Tu es ma nouvelle mère », murmurait-elle lors de nos dîners solitaires, où le coq au vin mijotait comme un complot. Je hochais la tête, mais intérieurement, la culpabilité rongeait. J'avais volé une fille à sa mère pour la lier à ma vengeance. Le syndicat, sous ma férule restaurée, devint un modèle des charrues tyranniques. J'ai lancé des rénovations massives, ascenseurs modernisés, jardins suspendus inspirés du Palais Royal, financés par des subventions européennes que j'avais négociées avec un charme de diplomate. Les voisins applaudissaient, oubliant les amendes passées. Monsieur Dupont m'offrait des timbres rares en guise de tribut. Mais Bertrand, l'intérimaire évincé, fomentait dans l'ombre. Il avait formé une faction dissidente, les résidents libres, distribuant des tracts dans les boîtes aux lettres, stop à la dictature de Claire Duval. Leur meeting se tenait dans le café du coin, le Petit Haussmann, où l'odeur de croissant masquait les complots. Isabelle, de retour en prison après l'incident, m'envoyait des missives enflammées. Tu as gagné la bataille, mais la guerre te consumera. Élise te haïra un jour, comme je te hais. Ces mots me hantaient, surtout quand Élise, dans un accès de rage adolescente, fracassait un vase Ming en hurlant. Pourquoi tu l'as brisée, maman? Elle n'était pas parfaite, mais toi, tu es un monstre. Je la serrais alors contre moi, inhalant son odeur de jasmin volé, murmurant des excuses que ni l'une ni l'autre ne croyions. Paris, avec ses théâtres vides et ses amours éphémères, semblait nous moquer. Nous étions une tragédie racinienne, Phèdre et sa belle-fille maudite.
Le point de non-retour survint lors de l'assemblée d'été, sous un ciel d'orage qui grondait comme Zeus en colère. Bertrand présenta sa motion de destitution, soutenue par 20 signatures, les Moreau en tête, leurs yeux brillants de revanche. Claire Duval a transformé notre maison en prison. Tonathéil, agitant des dossiers compilés par un avocat de Pigalle. Parmi les preuves, mes virements suspects, les témoignages d'Élise manipulés, et pire, une vidéo floue d'Isabelle et moi luttant, éditée pour me faire passer pour l'agresseur. La salle explosa, cris, poings brandis, une bouteille de Perrier explosant au sol comme une grenade. J'ai pris la parole, la voix ferme comme le granit de la Concorde. Vous parlez de liberté? Isabelle vous a volé, menti, et vous l'avez élue reine. J'ai restauré l'ordre, au prix du sang peut-être, mais pour vous protéger. Élise se leva alors, pâle comme un spectre. Non, Claire. Tu as tout détruit pour ton ego. Le silence tomba. Elle quitta la salle en courant, me laissant seul face à la meute. Le vote passa, 22 contre 18. Défaite. La nuit qui suivit fut un abîme. Paris, illuminé de ses guirlandes touristiques, dansait indifférente tandis que je noie mon chagrin dans un pastis anisé. Un coup à la porte, Élise, valise en main, les yeux rougis. Je vais voir maman. Elle m'a écrit, tu n'es pas ma sauveuse, tu es ma geôlière. Le couteau dans le cœur fut plus vif que celui d'Isabelle. Attends, suppliai-je, mais elle partit, silhouette engloutie par l'escalier sombre. Le lendemain, le scandale national. Élise avait fuité les lettres à la presse, révélant non seulement les crimes d'Isabelle, mais mon chantage sur elle. Vengeance parisienne trendait, divisant l'opinion. Féministes me défendant comme victime de trahison, conservateurs me fustigeant comme anarchiste. Le syndicat me poursuivit en dommages. La police rouvrit mon dossier. Fuyant dans les rues pluvieuses, je me réfugiai dans un bistrot de Montmartre, commandant un absinthe qui brûlait la gorge comme la vérité. Pourtant, dans ce chaos, une alliance inattendue. Bertrand, contacté par un intermédiaire, proposa une trêve. On a besoin de toi pour contrer un promoteur qui veut raser l'immeuble pour un hôtel de luxe. Ironie, le même que l'amant d'Isabelle. Ensemble, nous ourdîmes un plan, audit, pétition, appel au maire. La bataille finale se joua au tribunal administratif, où mon témoignage, teinté de remords, scella la victoire, l'immeuble sauvé, le promoteur banni. Mais la paix était illusoire. Élise revint, enceinte. De qui? Mystère. C'est ton legs, dit-elle amèrement. Isabelle, libérée conditionnellement, s'installa à 2 rues, nous observant comme des louves rivales. L'automne 2026 enveloppa Paris d'un manteau de feuilles mortes, symbole de nos vies flétries. L'immeuble, sauvé in extremis, se dressait fièrement, mais ses murs portaient les cicatrices. Graffitis effacés à la hâte, ascenseurs grinçants comme des regrets. J'avais abdiqué la présidence en faveur de Bertrand, un geste de noblesse feinte qui masquait ma lassitude. Gerlé, lui dis-je lors d'une passation solennelle, un café fumant entre nous. Il hocha la tête, méfiant. Pas de coup bas, Claire. Je souris, les miens sont finis. Mais la vengeance n'en finit jamais. Elle mute, comme un virus. Élise accoucha en novembre, une fille au cri strident qui perçait les nuits comme des sirènes. Je devins grand-mère malgré moi, berçant l'enfant dans mon appartement désert, tandis qu'Élise naviguait entre sa mère et moi, messagère de trêve fragile. Isabelle vint la première fois un soir de Noël, emmitouflée dans un manteau usé, les traits tirés par la prison. Pour la petite, murmura-t-elle, tendant un hochet en argent gravé à ma petite fille. Nos regards se croisèrent. Pas de pardon, mais une reconnaissance mutuelle, 2 louves épuisées. Pourtant, le passé ressurgit, venimeux. Le promoteur, humilié, lança une campagne de diffamation, article payant dans des tabloïds, accusant l'immeuble d'être un nid de corrompus. Les voisins, ces éternels pleutres, se retournèrent contre nous. Pétition pour vendre, assemblée houleuse où Bertrand peinait à maintenir l'ordre. Je revins dans l'ombre, conseillant, manipulant. Un appel anonyme à un journaliste du Figaro, révélant les liens du promoteur avec des mafias italiennes. Le contre-coup fut foudroyant. Il se retira, mais pas sans mordre. Une bombe artisanale, placée dans le hall, explosa à minuit, blessant M. Dupont grièvement. L'hôpital Cochin devint notre Golgotha. Je veillais au chevet du vieillard, sa main frêle dans la mienne, tandis qu'Élise et Isabelle se disputaient la chambre voisine pour l'enfant. « C'est ta faute, » siffla Isabelle. « Ta soif de sang nous a tous maudits. » Élise, les yeux cernés, pleura. « Arrêtez. » Pour elle. Dans ce chaos, la révélation finale, une analyse ADN, commandée par le promoteur pour salir, prouva l'impensable. Le père de l'enfant d'Élise? Moi. Non, pas littéralement, mais génétiquement,
via une insémination clandestine qu'Élise avait organisée, utilisant mon sperme? Attends, absurdité, non, le twist était plus tordu. L'ADN liait l'enfant à mon mari défunt, et donc, par infidélité, à Isabelle. Mais pire, Élise était en réalité ma fille, conçue lors d'une nuit d'ivresse avec mon mari et Isabelle, un ménage à 3 cachets. Le monde s'effondra. Tu savais? Hurlai-je à Isabelle lors de notre confrontation finale, dans la chapelle de l'hôpital, sous les vitraux qui saignaient de lumière colorée. Elle hocha la tête, brisée. Oui. Et j'ai tout pris pour te protéger. Le syndicat, les mensonges. Mais tu as tout détruit. La trahison ultime. J'avais vengé un fantôme, gignant le chapeau pour une famille illégitime. Élise, apprenant la vérité, choisit l'exil. Je pars à Lyon, avec la petite. Ne me suivez pas. Paris, indifférente, continua son ballet, touriste riant aux terrasses, scène coulant ses eaux troubles. Je quittai l'immeuble un matin de brume, vendant mon appartement à un prix dérisoire. Ironie, une offre finale que j'acceptai, le cœur glacé. Le syndicat prospéra sans moi. Bertrand envoya une carte. Paix enfin. Était-ce un happy end? Non, une trêve biographique, où la vengeance révèle que le vrai ennemi est le miroir. J'erre maintenant dans les jardins du Luxembourg, lisant Sartre sous les statues muettes, me demandant si l'absurde n'est pas de pardonner. Isabelle m'écrit parfois, Élise envoie des photos. La petite grandit, yeux verts innocents. Et moi? Une ombre française, hantée par les murs qui ont vu trop de sang. Fin.